autour de l'essor des capteurs de qualité de l'air. Merci beaucoup. Vous avez un autre micro. D'accord. Merci. Bonjour à tous. Donc, un petit peu en amont de ma présentation, c'est vrai que je suis dans la présentation, dans la thématique risque et santé, même si bon, la thématique est quand même très orientée sur on va le voir, hein, sur la qualification des capteurs. Donc, vous ferez le lien avec le risque potentiel. Donc, Nathalie Redon, je suis enseignante-chercheuse à l'IMT Lille-Douai et j'appartiens au laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air avec quelques-uns de mes collègues. Voilà. Donc, je pense que depuis quelques jours, vous l'aurez compris et vous le savez, vous êtes les premiers concernés. Hein, on constate un essor très important du marché des microcapteurs et de l'utilisation. Alors pourquoi un tel engouement? Il y a deux pressions majeures, la pression sociétale, avec des citoyens qui prennent conscience des enjeux de la qualité de l'air, notamment avec leur impact sur leur propre santé, et qui veulent s'approprier cette mesure. Et pour s'approprier cette mesure, c'est d'autant plus facile qu'on a un bouleversement des pratiques numériques et des nouveaux outils accessibles à relativement bas coût, et qui permettent une lecture directe, mobile, portable, etc., etc. Donc on a véritablement une explosion de l'usage des microcapteurs. Explosion de l'usage des microcapteurs, ça veut dire qu'on a énormément de systèmes possibles, monopolluants, multipolluants, avec des avantages, des limitations, et on a des utilisations effectives et à venir qui sont nombreuses, vous avez pu le constater, j'imagine, depuis quelques jours. Le problème et le risque, donc voilà, j'ai fait le raccord avec la thématique de ce matin, c'est que si on effectue avec ces microcapteurs de mauvaises mesures, eh bien on risque d'aboutir à de mauvaises conclusions et donc de prendre de mauvaises décisions. Voilà. Or, il n'existe actuellement aucun cadrage réglementaire pour ne pas faire de mauvaises mesures. Donc, le LCSQA a estimé qu'il était temps, nécessaire, de cadrer et de capitaliser sur l'utilisation de ces nouveaux outils. Alors, certes, on va mettre en place un cadrage réglementaire, mais quand on parle de qualité de l'air, hein, on a tout un rayonnement thématique qui est large. Ça va de la qualité de l'air extérieur à l'exposition individuelle, on l'a vu, qualité de l'air intérieur avec tous les environnements confinés que ça peut couvrir, hein, aussi bien les habitations, mais également les transports, etc. On peut s'intéresser au taux d'émission de matériaux, on peut s'intéresser également au milieu professionnel. Et puis, quand on parle de qualité de l'air, on va s'intéresser à différentes espèces ciblées. Ça va être les gaz, les particules. Dans ces espèces ciblées, on a des espèces qui sont réglementées, d'autres non, des odeurs, des composés organiques volatiles, des particules plus ou moins fines. On a également des modalités d'utilisation qui vont être très larges. On peut s'intéresser à des microcapteurs fixes, mobiles, avec différentes vitesses de déplacement, différents contextes. On peut changer de milieu. Et puis, on a différents objectifs quand on utilise ces outils-là. Ça peut être de la sensibilisation aux personnes, ça peut être mesurer justement un impact sanitaire, ça peut être mettre en place des politiques publiques et tout simplement avoir des mesures pour construire des cartographies, hein, ce que vous avez probablement vu hier. Le LCSQA, il ne va pas couvrir tout ça. Il a un périmètre bien spécifique et le périmètre du LCSQA, c'est la qualité de l'air dans l'air extérieur sur les espèces réglementées pour des modalités d'utilisation, alors plutôt en fixe, éventuellement en mobilité, si les mesures en mobilité servent à construire des mesures pour de la cartographie. Et l'idée, c'est d'accompagner la politique publique. Donc vous voyez qu'on a quand même restreint le champ de ce cadrage réglementaire. Alors pourquoi il est restreint ? Je vais replacer un tout petit peu les missions du LCSQA par rapport à ce qui lui est fixé par le ministère chargé de l'environnement. Donc le LCSQA, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui va réunir trois structures, mes collègues de l'INERIS, le LNE et l'IMT Lille-Douai auquel j'appartiens.
Et donc, on vient en soutien technique au ministère, mais également aux associations de surveillance de la qualité de l'air. Et on a 4 missions au-delà de l'utilisation des microcapteurs. La première mission, c'est de garantir la qualité des données du dispositif de surveillance de la qualité de l'air en adéquation avec des exigences européennes et les besoins de surveillance. On doit également assurer la diffusion et la valorisation au niveau national des données produites par le dispositif. On doit être capable d'aider à l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques du dispositif pour anticiper notamment les enjeux futurs. Et puis, on doit coordonner, animer le dispositif. Donc, quand on parle de microcapteurs, évidemment, c'est essentiellement la mission de garantie de la qualité des données et anticiper les enjeux futurs du dispositif qui vont nous intéresser ici. Alors, pour répondre à ces objectifs, eh bien, on a mis en place un groupe de travail national sur le sujet des microcapteurs qui court sur 3 ans, depuis 2017 jusqu'à 2020, qui réunit l'ensemble des membres du LCSQA, mais également l'ensemble des associations de surveillance de la qualité de l'air, avec une fiche de mission qu'on peut retrouver en ligne sur le site lcsqa.org. Et puis, on est également représentant de la France au niveau du Comité européen de normalisation dans le groupe de travail 42 qui s'intéresse justement au protocole de qualification des microcapteurs. Alors, dans le cadre des travaux commandés par le ministère, on travaille depuis plusieurs années déjà sur ce cadrage métrologique et on a exploré 2 stratégies. Première stratégie, une stratégie de qualification des microcapteurs en laboratoire. Et on a élaboré des protocoles à la fois pour les gaz et pour les particules. Et puis, on a également travaillé sur une deuxième stratégie qui est leur qualification sur le terrain, avec l'organisation l'année dernière des premiers essais nationaux d'aptitude des microcapteurs. Alors, en laboratoire, comment ça se passe? C'est relativement simple. Il faut maîtriser un certain nombre de points. Premier point, il faut maîtriser la génération des espèces que l'on souhaite cibler et mesurer. Soit on en génère une seule, soit on en génère plusieurs lorsqu'on veut voir les effets des interférents. Ensuite, il faut placer les capteurs à qualifier dans des chambres d'exposition correctement qualifiées elles-mêmes et de préférence passives par rapport à l'exposition aux espèces que l'on souhaite cibler. Et enfin, il faut une instrumentation de référence pour comparer évidemment les performances des microcapteurs de la chambre d'exposition aux performances de l'instrument de référence. Lorsqu'on a réalisé ces protocoles, on a établi une liste simplifiée de paramètres métrologiques à évaluer. Faire du cadrage métrologique pour des instruments de mesure, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps, mais dans le cadre des microcapteurs, c'est un petit peu particulier parce que ce sont des instruments qui sont censés être low cost, agiles, faciles à mettre en œuvre. Il ne s'agit pas de développer derrière un protocole qui va être ultra lourd, très cher, bref, qui serait en opposition un petit peu avec l'état d'esprit dans lequel on les utilise. Donc, on a réfléchi à un certain nombre de paramètres métrologiques simples, à la fois qui sont parlants et simples à évaluer. Donc, il y en a 5. Le temps de réponse, la courbe de calibrage, l'erreur de mesure, la dérive et les grandeurs d'influence, avec des conditions pour les évaluer. Donc, ces paramètres, on n'a pas toujours accès à tous en fonction du protocole que l'on met en œuvre. Avec ces paramètres, on doit être capable de répondre à une question. Les capteurs sont-ils capables d'effectuer des mesures de type indicative ou bien de l'estimation objective au sens de la directive européenne 2008/50/CE? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette directive? Eh bien, elle dit que des méthodes de mesure peuvent être indicatives ou faire de l'estimation objective en fonction de la maîtrise des incertitudes de mesure. Donc, en fonction de l'espèce réglementée ciblée, eh bien, si l'incertitude de mesure est, par exemple, pour les particules comprises entre plus ou moins 50%, eh bien, on peut considérer que l'outil fait de la mesure indicative. Donc, on va pouvoir définir des classes d'utilisation, finalement, des capteurs en fonction de l'évaluation des incertitudes de mesure. Alors, vous pouvez retrouver ici les 2 protocoles développés, protocole gaz et protocole particules, en scannant les QR codes qui vous mèneront directement sur les PDF équivalents. Si vous prenez la photo, vous pourrez
les récupérer après. Le problème des protocoles laboratoires, c'est que si on veut reproduire les conditions terrain, eh bien on est obligé de mener beaucoup d'essais pour combiner l'ensemble des espèces qu'on est susceptible de rencontrer, et puis l'ensemble des conditions environnementales, température, humidité relative, etc. Donc on s'est dit, ça ne suffit pas le laboratoire, on va essayer de faire des essais terrain. Donc on a mis en place ces fameux essais nationaux d'aptitude des microcapteurs. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, l'objectif, c'était de placer en conditions réelles un maximum de systèmes différents, alors plutôt des systèmes déjà développés, du commerce, utilisés dans les ASCA. Afin d'évaluer leur aptitude à qualifier, on a ciblé 4 polluants réglementés classiques, le dioxyde d'azote, l'ozone et les PM2,5 et PM10. On s'est placé sur une station type ASCA, puisque c'est l'objectif, qui est située à l'IMT Lille-Douai. C'est une station urbaine, pas loin, qui est juste à côté d'une voie de circulation où il y a quand même pas mal de trafic. Et puis, on a procédé à 2 campagnes pour tenir compte de l'effet de saisonnalité, une campagne en hiver 2018 et une campagne en été 2018 sur 6 semaines. On a collecté 6 semaines de données, c'est sur ces 6 semaines de données, on a fourni aux fabricants les 2 premières semaines, de sorte à ce qu'ils puissent éventuellement, a posteriori, nous fournir un jeu de données corrigé. Voilà. Dans l'analyse qui a été faite des résultats, on a tenu compte uniquement des jeux de données bruts à ce stade. Donc on a pu tester sur l'ensemble des 2 campagnes 25 systèmes de conception différentes, mais en fait ça correspond à peu près à 60 systèmes placés simultanément sur la station, puisqu'on a des réplicas pour avoir la répétabilité et la reproductibilité des systèmes. C'est évidemment plusieurs dizaines de millions de données traitées, donc c'est compliqué, mais vous l'avez vu, c'est du big data dès lors qu'on parle de microcapteurs. Comment on les avait... Ah oui, vous avez, pareil, pardon, vous avez une vidéo qui vous présente en quelques minutes l'ensemble de cette campagne. Même chose, vous irez directement sur YouTube avec le QR code. Alors, comment ont été évalués ces capteurs? Avec un système, avec un certain nombre de critères d'évaluation. Je pense que Pierre Pernaut a dû vous présenter hier les challenges. Il y avait un système de critères d'évaluation qui était très proche de celui-ci. Alors, nous, on a construit un radar d'évaluation avec des critères quantitatifs qui reprennent les paramètres métrologiques vus dans les protocoles laboratoires, en tout cas une partie, et puis des critères plus qualitatifs qui vont permettre un petit peu d'évaluer, par exemple, est-ce qu'on a un système autonome ou pas, par exemple, si on veut des applications en mobilité avec. La fiabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il remonte, est-ce qu'on a des problèmes de communication de données. La versatilité, donc est-ce que c'est un système monocomposé ou est-ce qu'il va pouvoir répondre à plusieurs composés simultanément. Et puis évidemment, il y a toutes les facilités de mise en œuvre. Quand on est une ASCA, il ne faut pas qu'on passe des heures à aller installer les systèmes sur site. Donc on a une note de 0 à 5 pour l'ensemble de ces critères, et puis une note globale qui est la note IP, qui est tirée d'un article qui permet d'avoir une vision un peu globale. Il faut se méfier de cette note IP parce qu'on s'est rendu compte que 2 capteurs qui présentent une même note IP n'avaient pas du tout les mêmes résultats métrologiques. On peut avoir une note IP élevée et puis être décalé d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment un résumé, cette note IP, mais c'est intéressant quand même. Alors, de ce cadrage métrologique, on s'oriente vers une certification. Donc le problème des protocoles laboratoires, on l'a vu, c'est qu'il y a une excellente même précision métrologique, mais on ne peut pas se contenter de protocoles labo parce qu'ils ne vont pas être représentatifs de la complexité terrain. Côté terrain, le 1 micro-C, c'était pas mal, mais on va justement dépendre de ces conditions terrain. Et donc, s'il se trouve qu'on n'a pas de pic, par exemple, de particules durant l'essai, on ne va pas pouvoir tester les capteurs de particules dans toute leur gamme de fonctionnement. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de faire évoluer le protocole terrain vers un protocole terrain avec dopage de matrice réelle. C'est-à-dire que, temporairement, sur la campagne terrain, on va venir apporter artificiellement chacune des espèces réglementées
que l'on souhaite qualifier, que l'on va injecter sous des cloches. L'ensemble des deux protocoles, laboratoire plus terrain avec dopage de matrice réelle, vont conduire incessamment sous peu à la construction d'une certification nationale. La partie protocole labo sera prise en charge par le LNE. La partie protocole terrain avec dopage matrice réelle sera prise en charge par l'INERIS. L'échéance, c'est... Alors j'ai mis 2019, on m'a dit, il ne faut pas trop annoncer. C'est pas loin, voilà. C'est vraiment pas loin. Leur périmètre, eh bien, c'est celui du LCSQA, c'est-à-dire qu'on va certifier des systèmes fixes pour la surveillance de la qualité de l'air extérieur. Et à court terme, les deux espèces ciblées, ce sera NO2 et PM2,5. Alors ça, c'est à l'échelle nationale. Qu'en est-il à l'échelle européenne? Eh bien, à l'échelle européenne, le Comité européen de normalisation travaille. Son objectif, au jour J, c'est d'établir deux spécifications techniques, une gaz, une particule, qui vont détailler en termes de caractéristiques de performance ainsi que de méthodes d'essai associées comment qualifier les capteurs sur le labo et sur le terrain. On est quand même très proche de ce qu'on a déjà fait. Quels vont être les polluants concernés? Eh bien, tous les polluants réglementés, plus le CO2 en tant qu'indicateur de qualité de l'air ambiant. Voilà, on a tous les gaz, toutes les particules, plus le CO2. En termes de dispositifs concernés, ce sera aussi bien du monocomposé que du multicomposé. Et ce sera vu comme une boîte noire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'élément sensible, c'est bien l'ensemble du dispositif incluant son électronique éventuellement de mise en forme et son traitement de données associé. Pour quel besoin? Eh bien, c'est comme pour le LCSQA pour l'instant. Pour l'instant, c'est un périmètre air ambiant extérieur point fixe avec une idée de classer les capteurs selon mesures indicatives, estimation objective, usage informatique. Donc, il y aura 3 classes de capteurs, classe 1, classe 2, classe 3. C'est vraiment très, très proche. En participant au CEN, on arrive à glisser des informations. Par contre, en termes d'échéance, c'est beaucoup plus lent. Donc, au mieux, la spécification technique sera disponible fin 2020 sur les gaz et plutôt en 2021 pour les particules. Et c'est la raison pour laquelle la France a voulu prendre les devants en sortant beaucoup plus tôt et beaucoup plus en amont la certification LNE-INERIS. Alors, initialement, le titre de cette présentation, c'était cadrage et capitalisation. Alors, pour la capitalisation des retours d'expérience et notamment ce qui se passe au niveau des essais menés dans les différentes ASCA sur le territoire national, on a construit une base de données qui s'appelle Capter, qui est disponible sur ce site-là, avec un système de login et mot de passe qui, pour l'instant, est réservé aux LCSQA et aux ASCA. Alors, peut-être j'aurai le temps de vous montrer, vous pourrez venir me voir. Ça permet de répertorier l'ensemble des expériences, l'ensemble également des tests qui ont pu être menés, que ce soit en laboratoire et sur le terrain, et de faire une recherche rapide lorsqu'on a un besoin. Si on a un besoin en mobilité, là, pour le coup, on couvre toutes les expériences possibles. Si on a besoin en mobilité, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des essais en mobilité avec un capteur de particules? On rentre nos critères de recherche et on a la liste déjà de ce qui a été fait, des performances associées ou des gens à contacter si on veut avoir un retour d'expérience. Donc ça, c'est très pratique. L'idée, au moins sur la première année, c'est de le laisser fermer aux ASCA et on envisage peut-être de l'ouvrir à d'autres utilisateurs potentiels. On pense notamment au CSTB, l'OQAI évidemment, peut-être le CEREMA, on ne sait pas trop. Ça, c'est à discuter. Et je vous remercie de votre attention. Si j'ai respecté le timing. S'il y a des questions pour Nathalie. Oui, bonjour. Merci. C'est très intéressant de penser qu'il y a ce genre de comparaison faite de façon rigoureuse et normée pour qu'on puisse avancer vers une vraie compréhension des capacités des capteurs. Mais je m'interrogeais sur un point qui est à l'intérieur de ces capteurs. En fait, ce sont souvent les mêmes micro-composants de mesure qui sont utilisés.
Or, la connaissance des capacités ou des performances de ces micro-composants est déterminant. Bien sûr, le boîtier, la façon dont la ventilation, etc., tout l'environnement jusqu'à l'électronique et le traitement de données est important, mais le premier niveau d'analyse et de confrontation, c'est celui de ces micro-composants individuels qui prétendent mesurer des particules de NOx, etc., etc. Et là-dessus, finalement, est-ce qu'on a l'information à travers vos analyses ou pas? Alors, clairement oui, parce que quand on analyse un système, on essaye, dans la mesure du possible, de connaître l'élément sensible qui a été utilisé. Généralement, comme les éléments sensibles actuellement utilisés dans le commerce sont quand même limités en nombre et en type, en gaz bien ciblé, ça va être les cellules électrochimiques, et on a en gros 2 fabricants, 2 ou 3. Et en cellules côté particules, même chose, ce sont des compteurs optiques, et on a 2, 3, allez, 4 fabricants possibles. Donc dès lors qu'on a l'information sur l'élément sensible, ce qui est souvent le cas, on va pouvoir déterminer l'effet de la mise en forme du signal et de l'effort apporté sur le traitement associé sur la qualité du résultat. Et les résultats des campagnes EA micro-C démontrent à cellules électrochimiques équivalentes que la mise en forme, le boîtier, donc l'intégration est extrêmement importante. Par ailleurs, on fait de la qualification de cellules électrochimiques directement avec des outils comme, je pense, au Air Sensor qui a été développé au JRC, qui élimine toutes les parties traitement. On a de la donnée brute. Donc éventuellement, on peut remonter à ça. Est-ce que vous incluez des capteurs passifs dans vos comparaisons également? Alors, non, pas là. Mais par exemple, sur des projets exposition individuelle, il y a des projets, alors c'est hors LCSQ1, je remets le chapeau IMT Lilleway, il y a de l'exposition individuelle, il y a plusieurs projets d'exposition individuelle financés notamment par l'ADEME. On envisage de mettre parallèlement effectivement à de la mesure capteur, de la mesure par préleveur passif. Alors pour bien faire la différence, on appelle ça chez nous préleveur passif, de sorte à faire la différence. Voilà. Mais ce n'est pas inclus dans ce cadre-là. Bonjour. Donc à Météo France, nous on a des recommandations, mais on ne certifie pas. Vous, est-ce que vous allez certifier des stations? Vous comptez certifier des stations? Alors, oui, l'INERIS et le NNE vont le faire, effectivement. Ça veut dire que des industriels vous payez pour avoir une certification? Tout à fait. Après, s'ils ne payent pas, ça ne les empêchera pas de pouvoir vendre leurs capteurs tout à fait. À une mairie ou quelque chose, quelqu'un, comme on a Météo France, nous on a des recommandations même de l'OMM, de l'Organisation mondiale de la météorologie. Ouais. On sait les capteurs, les classes environnementales. Je ne sais pas si dans les classes il y a une partie environnement. C'est-à-dire dans vos classes 1, classe 2, classe 3, c'est uniquement des classes de laboratoire où il y a aussi, ça intègre aussi comment on dispose le capteur pour qu'il fasse. Enfin, vous n'avez peut-être pas ce sujet. Alors, non, il y a des recommandations d'usage et d'utilisation et des gammes associées, mais en tout cas, la classification se fera uniquement sur la base des résultats météorologiques et donc de l'incertitude associée dans des conditions a priori normales d'utilisation. Donc, je ne sais pas ce que ça signifie. Pour revenir à cette question de certification, effectivement, rien n'oblige un constructeur à obtenir cette certification. Par contre, il y a une forte pression du côté du ministère qui redescend auprès des associations de surveillance de la qualité de l'air. S'il y a usage de ces outils-là en station fixe dans le périmètre indiqué, seuls les systèmes certifiés seront autorisés dans le cadre de cet usage-là sur le réseau des ASCA, qui dépend du ministère.
Ouais, donc ça va. J'ai une question par rapport à ça, parce que là, l'évaluation, elle est faite sur des systèmes boîte noire, donc on ne tient absolument pas compte de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Il y a des enjeux financiers, ça avait été mentionné les jours précédents, relativement importants autour de ces capteurs-là. Donc on peut imaginer des systèmes où finalement l'information qui est donnée n'est pas forcément la mesure proprement dite, mais un mix qui fasse y compris référence aux mesures de la station qui sert à comparer avec la donnée du boîtier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, du coup, à ce qu'il y ait des petits dérapages? Alors, on verra effectivement à l'usage. C'est pour ça que j'ai bien défini le périmètre ciblé par cette certification. Ça ne veut pas dire que l'outil, qu'il n'est pas bon pour d'autres usages ou qu'on ne peut pas aller se raccrocher de toute façon à la station fixe. Donc voilà, c'est bien dans l'idée d'utiliser ces stations fixes pour reconstruire par exemple une carto. Il faut absolument que ce soit passé au crible. En tout cas, pour une carto dont on re-rentrerait les données, par exemple, sur Prévert chez nous, il faut absolument que la qualité des données soit irréprochable. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a besoin de cette certification et qu'on puisse la garantir auprès des ASCA et leur dire c'est bon, vous pouvez récupérer ces données-là et les réinjecter dans ces cartographies qui sont des cartographies publiques. Donc c'est en ça que c'est important. Mais ça ne prive pas le reste des modes de fonctionnement et des usages possibles. Je ne sais pas si ça répond à la question. La question, c'est si le capteur, en fait, ce qu'il donne, ce n'est pas la mesure, mais Prévert, et qu'on injecte ça